Aucun survivant, aucune voile intacte. Avant même que le jour n'ait fini de blanchir l'horizon, la mer rendait les corps et les débris d'une flotte qui, la veille encore, croyait tenir la Baltique pour un lac viking. Les flammes léchaient les mâts, la fumée bouchait le matin. À travers ce tumulte, une chose s'imposait. Ce n'était pas une simple victoire, c'était une leçon, une réponse enseignée dans le sang et le sel. Et l'auteur principal de cette leçon n'était pas un roi scandinave, ni un ordre latin. C'était une tribu que les Vikings avaient longtemps réduite à l'état de proie, les Curoniens. La Baltique, au tournant des XIe et XIIe siècles, n'était pas une mer neutre. Elle était une scène de commerce et de pillage, un réseau d'îles, d'estuaires et de baies où la richesse changeait de main au rythme des rames. Des dracars filaient d'Oslo à Novgorod, passant par les rivages que les marchands appelaient simplement la côte et que les guerriers appelaient obédience quand ils cherchaient butin et esclaves. Pour les Vikings, piller était un métier et la mer leur bureau. Ils savaient lire le vent, jauger les marées, attaquer avec la confiance de ceux qui pensent gouverner l'eau. Cette arrogance précise et routinière leur donnait l'air d'être invincibles. Les hommes de Knut, les fils du Nord, considéraient les rivages baltes comme de la viande tendre, raids rapides, retours pleins de captifs, champs et trophées. Mais derrière chaque estuaire, chaque bois côtier, vivaient des peuples qui connaissaient la mer d'une autre manière. Les Curoniens, maîtres des côtes de ce que nous appelons aujourd'hui la Courlande et des îles proches, n'étaient pas de simples victimes. Ils avaient longtemps été victimes, oui, volés, brûlés, enchaînés. Et c'est cette même histoire qui forgea leur capacité d'apprentissage. Ils étudièrent la manœuvre viking, en retirèrent ce qui était utile, rejetèrent ce qui était dangereux et ajoutèrent des choses qu'on ne voyait nulle part ailleurs sur la Baltique. Imaginez une baie basse, hérissée de roseaux et de bancs de sable, où les dracars lourds s'engagent comme des bêtes de somme, trop confiants dans leur vitesse et leur élan. Les Curoniens connaissaient chaque lame de roseau, chaque banc de vase, chaque canal qui rendait possible une embustade. Leurs bateaux étaient différents, plus légers, aux tirants d'eau faibles, capables de filer sur des eaux où les grandes coques restaient coincées. Ils approchaient la nuit, sans fanfare, sans torches qui trahissent une silhouette. Puis, quand la lune était basse, ils frôlaient l'eau et apparaissaient comme des ombres à la limite de la vision humaine. Le premier contact souvent se passait au crépuscule. Des feux étaient déposés à distance, comme pour attirer des curieux. Des rumeurs circulaient, parfois entretenues par des prisonniers ralentis volontairement pour servir d'éclaireurs involontaires. Les Curoniens ne cherchaient pas d'abord la rencontre frontale. Ils préféraient tuer la routine du pillard. Les Vikings, dressés à la certitude de pouvoir forcer n'importe quel rivage, apprenaient alors la peur. Ils apprenaient que la mer pouvait se refermer sur eux. Les armes n'étaient pas seulement des lances et des épées. Les tribus baltes innovèrent dans l'art du feu. Certains récits, il faut le dire, parfois rapportés avec une pointe de rhétorique par des chroniqueurs contemporains qui voulaient assombrir l'image païenne, évoquent des mélanges caustiques, des pots d'huile enflammés et des récipients brisés sous une coque, des incendies qui s'attrapaient au vent et transformaient un simple abordage en enfer flottant. Les Curoniens savaient jeter au bon moment une torche imprégnée d'un mélange qui s'accrochait au bois humide. Ils savaient provoquer la panique, et la panique, au milieu de la mer, se changeait vite en catastrophe. Mais la tactique la plus troublante pour les Vikings fut sans doute la guerre psychologique. Là où un seigneur scandinave voyait la victoire comme l'exposition de trophées, les Curoniens plantaient leur message dans le paysage. Selon certaines chroniques, ils laissaient sur le rivage des signes destinés à briser le moral. Tête exposée, captifs mutilés. Des gestes calculés, plus que barbares. Des signes destinés à dire « Nous connaissons la terre mieux que vous. N'arrivez pas ici comme des maîtres ». Ces mises en scène ne sont pas seulement des récits de sauvagerie, elles sont des calculs stratégiques. La terreur a une logique. Elle vise à imposer la perception d'un ennemi invincible là où la supériorité matérielle est incertaine. Un des épisodes qui résume ce basculement se déroule vers la fin du XIIe siècle, autour de Sigtuna, la ville suédoise devenue symbole de prestige royal. Les Vikings, sur deux, entreprirent une expédition qui devait rester dans les annales comme un raid normal sur la côte. Knut, un roi avisé mais peut-être aveuglé par l'habitude, laissa la flotte s'étendre. Les récits varient. Selon certaines sources, un jarl nommé Wulf dirigeait une partie des opérations. L'expédition était une routine transformée en arrogance. Pourtant, la routine n'est pas préparée pour la ruse. Ce fut un piège de patience. Les Curoniens et leurs alliés, parmi lesquels figuraient les Oeselia, habitants d'Ozel, Saaremaa, s'étaient faits silencieux. Ils avaient repéré la composition de la flotte, étudié le comportement des hommes et, surtout, appris à utiliser le littoral pour transformer le ravage en annihilation. Lors de la nuit de l'attaque, quand la première coque viking prit feu, la panique se répandit plus vite que la fumée. Les hommes glissaient, se précipitaient, frappés par l'étrangeté d'un adversaire qui connaissait tous leurs codes. Sigtuna fut touché dans sa chair symbolique,
des bâtiments incendiés, des objets de culte profanés selon certains comptes rendus, et, d'après des chroniqueurs qui écrivent avec la contrainte de la foi, l'assassinat d'un archevêque, Johannes. Ces récits doivent être pris avec prudence. Les chroniques mêlent souvent politique et morale, et l'ombre du religieux sert parfois d'amplificateur à l'émotion. Il n'en reste pas moins que l'impact fut réel. La nouvelle d'une attaque menée avec une telle précision et une telle férocité secoua la Suède, et plus largement les cours chrétiennes. La réponse suédoise fut immédiate, mais mal jugée. On parla d'une levée, d'un leidang, cette obligation maritime de fournir navires et guerriers afin de châtier les auteurs de l'outrage. Le roi Knut rassembla ses forces, confiant. Il s'imaginait pousser loin dans la péninsule, débusquer les païens dans leur village, rendre Sigtuna au calme et ramener l'honneur de la Suède. Ce calcul, classique, faisait appel à des certitudes médiévales, frapper en profondeur pour décourager l'ennemi, montrer que la couronne pouvait atteindre jusque dans l'antre du loup. Les Curoniens l'avaient prévu. Ils savaient que l'arrogance appelle l'erreur. Un ennemi léger sur ses approvisionnements, étiré loin de ses bases, devient fragile. Le filet se tendit à terre plutôt qu'en mer. Les terres basses, les marais et les forêts de la côte jouèrent leur rôle. Des embuscades appuyées par des renseignements précis firent s'effilocher la colonne suédoise. Les hommes, fatigués, surpris, ne retrouvèrent plus la vaste impression de supériorité qu'ils avaient connue en mer. La guerre n'était plus une question d'élans héroïques. Elle devint question de terrain, de patience, d'usure. Il y a quelque chose d'ironiquement instructif dans la manière dont ces affrontements se réglèrent. Les Vikings, cavaliers de la mer, n'avaient pas toujours été préparés à la subtilité des pratiques terrestres des tribus baltes. Les Curoniens, par contraste, n'avaient pas peur d'opérer une attaque coordonnée combinant feu, ruse et mise en scène symbolique. Ils cherchaient à briser la légende, et ils y parvenaient. Le retour de la flotte suédoise fut, pour beaucoup, une fuite sous la pression. Les navires qui revenaient portaient en signe la marque de l'humiliation. Coques sapées, équipage meurtri, un prestige renié. Pour les Vikings, l'effet fut presque pire que la défaite matérielle, l'impact psychologique. Un raid sans survivants crée une ouverture qui va bien au-delà de l'événement lui-même. Il installe un doute. Si l'on peut frapper une flotte entière, qui d'autre peut être pris par surprise? Les chefs scandinaves virent s'éroder une part de l'hégémonie morale qu'ils exerçaient sur la Baltique. Les chroniqueurs suédois, en réaction, multiplièrent les récits de condamnation. Les élites chrétiennes, abasourdies, exprimaient leur colère et leur besoin de réponse. Cette colère prit, lentement, la forme d'une stratégie internationale. La nouvelle de ces humbles rivages défendant leur sol comme un étendard atteignit des oreilles qui ne se contentaient plus d'un châtiment local. L'Église, consciente de la valeur symbolique d'un outrage contre un représentant religieux, commença à considérer une réponse plus large que la simple vengeance d'un roi. Mais entre la colère et l'organisation d'une campagne, il y a des mois, des années parfois. Les armes lourdes de la chevalerie et des ordres militaires, de nouvelles machines de guerre, des murs de pierre et une discipline draconienne n'étaient pas encore sur place. Aujourd'hui encore, les historiens débattent des délais et des motivations exactes qui menèrent à la croisade baltique. Il est sage de garder la mesure et de dire que les réactions furent à la fois politiques, religieuses et symboliques. Ce qui ne peut être nié, c'est la capacité des Curoniens et de leurs alliés à transformer une succession de défaites apparentes en une école de guerre. Chaque coup encaissé enseignait une technique nouvelle, l'art du retrait, la manière de se servir des glaces en hiver, les embuscades dans les marais au printemps, l'emploi de petites unités pour harceler une logistique lourde. Ils devinrent des praticiens d'une guerre asymétrique. Face à une chevalerie lourde ou à des dracars imposants, ils opposèrent la mobilité, la connaissance du terrain et un usage réfléchi de la terreur. Les Oéséliens, depuis leurs îles, devinrent des partenaires précieux. Leur port naturel, leurs installations de pêche et leur réputation de marins aguerris firent d'eux des alliés efficaces en mer. Les alliances se tissèrent, la peur d'un envahisseur commun rendit ces groupes hétérogènes capables de se coordonner mieux qu'on ne l'aurait cru. Ils ne cherchaient pas seulement la survie. Certains parmi eux commencèrent à penser en termes politiques plus larges. Qui saurait encore le dire au moment où la Baltique voyait ses équilibres se rompre? Une tribu qui vengeait, pourrait-elle porter autre chose qu'un ressentiment? Les premières réponses furent militaires, mais les germes d'une politique unifiante germaient. À la suite de Sigtuna, la chronologie des affrontements prit un tour de plus en plus vaste. Les Suédois, vexés, promirent une réplique définitive. Des levées eurent lieu. Mais la guerre moderne, même médiévale, se gagne autant par la patience que par la force. Les Curoniens, qui avaient appris des Vikings, apprirent aussi d'eux-mêmes. Ils forgèrent des codes et des rituels destinés à maintenir le moral, à s'assurer la loyauté des guerriers et à dire à l'adversaire que la Baltique n'était pas un simple terrain d'exercice. Ces pratiques incluaient, selon certains témoins étrangers, des gestes rituels qui visaient à impressionner ou à intimider,
Offrandes symboliques, chants martiaux qui résonnaient d'une manière propre au rivage, et parfois des spectacles brutaux destinés à rappeler que la guerre avait un prix. Mais cette escalade avait un effet pervers pour l'ensemble de la région. Elle attira l'attention des puissances extérieures. Une mer où les raids locaux prennent une telle ampleur cesse d'être un simple terrain régional. Les nouvelles d'un peuple qui résistait à la force organisée et qui employait la terre, la mer et la peur comme armes parvinrent aux cours d'Europe. Des hommes en robe et en armure commencèrent à parler d'une nécessité morale et politique d'intervenir. L'idée que des païens défiaient l'ordre chrétien et gênaient les chemins du commerce produisait un appel concerté au soutien. Pour l'heure, pourtant, nous restons au stade où la mer elle-même se charge de la réponse. Les Curoniens, frères d'armes avec les Zoéliens, continuèrent d'affiner leur art. Ils repérèrent les faiblesses des grandes flottes, leur dépendance à des ports sûrs, leur vulnérabilité aux incendies, leur manque d'agilité dans les eaux basses. Ils devinrent maîtres dans l'organisation d'attaques nocturnes, d'embuscades coordonnées et d'interventions psychologiques. À chaque nouvelle campagne viking, l'enseignement était dressé. Il ne s'agissait plus de piller une côte ordinaire. Il s'agissait d'affronter la connaissance. Et pourtant, tout ceci n'était que l'ouverture d'un récit beaucoup plus vaste. La victoire des Curoniens sur une flotte ou l'incendie spectaculaire d'un port ne suffisait pas à garantir une indépendance durable. Les puissances continentales observaient et commençaient à se poser la question de l'ordre à imposer. Des monastères envoyèrent des lettres, des évêques réclamèrent justice et des rois cherchèrent à traduire l'humiliation en domination. Mais le temps et la géographie travaillaient contre une solution rapide. La Baltique n'était pas une ligne droite facile à contrôler. Les paysans, les pêcheurs, les forêts et les grasses formaient un ensemble que la chevalerie latine, avec ses murs de pierre et ses lourds chevaux, connaissait mal. Ce mélange de méfiance mutuelle, d'apprentissage tactique et d'intérêts contradictoires posa les bases d'une série de conflits aux conséquences vastes. Ce furent des années d'affrontements où la supériorité matérielle de certains se trouva contrée par la résilience et l'intelligence stratégique des autres. Mais il y eut aussi des épisodes où la machine militaire européenne, une fois mobilisée et adaptée, frappa avec une puissance nouvelle. Pour l'instant, toutefois, la mer avait rendu ses verdicts. Les dracars calcinés flottant au matin disaient plus que le nombre des morts. Ils montraient que la Baltique était un théâtre où les rôles pouvaient se renverser. Si cette histoire vous attire, si vous aimez les récits où les prétentions se brisent et où l'ingéniosité des humbles transforme le destin des puissants, abonnez-vous et continuez. Nous avons seulement commencé à raconter comment une tribu, les Curoniens, a appris à terroriser ceux qui pensaient gouverner la mer. La suite révèle les réactions, les alliances formelles et la réponse organisée d'Occident, un moment où la guerre prit une autre dimension et où la politique changea pour longtemps. Après Sigtuna, les ambitions suédoises se transformèrent en plans. Knut ne pouvait tolérer que son image soit entamée. Les seigneurs voisins ne supportaient pas l'idée que des pirates baltes osent profaner des symboles chrétiens. Des expéditions plus vastes furent préparées, des hommes furent levés. Mais la colère, même si elle est rapide à naître, demande une logistique pour se transformer en victoire. Le royaume dut rassembler vivres, navires et chevaux. Les chemins à travers la forêt où l'on comptait sur la cavalerie lourde devint un défi. Les Curoniens, eux, se préparèrent différemment. Ils renforcèrent leur maîtrise du littoral, multiplièrent leurs éclaireurs et perfectionnèrent des méthodes d'attaque conçues pour rompre les principes mêmes sur lesquels reposait la puissance suédoise. Les mois qui suivirent virent une série d'escarmouches. Les Suédois tentèrent des débarquements plus massifs, essayant de briser la résistance par la force brute. Les Curoniens répondirent par le fractionnement et la fuite, attirant l'ennemi vers des terrains où les chevaux s'enfonçaient et où l'infanterie légère pouvait frapper les flancs. La guerre, loin de rester confinée à des images de grands gestes héroïques, devint une science du détail. Choix d'un guet, calcul d'un contretemps, utilisation d'un souffle de vent pour diriger une torche. Ces éléments, anodins si on les juge de loin, se révélèrent décisifs, et chaque victoire ou défaite modifiait la perception des deux côtés. Certains chefs baltes se montrèrent impitoyables dans la manière de se prémunir contre l'invasion. Selon des témoignages de l'époque, on parla d'empoisonnement de puits, de barricades de ronces et de cages de pio dissimulés sous l'eau. Là encore, la prudence est de mise. Les sources médiévales aiment parfois transformer la tactique en monstruosité. Mais il est clair que la défense devint totale et que la guerre prit la tournure d'une guerre de nerfs. La mer était devenue miroir du sol. La tactique d'une rive répondait à la stratégie de l'autre. Dans cet équilibre instable, les Curoniens commençaient à acquérir autre chose que la réputation de simples pillards. Ils gagnaient le respect et la crainte d'un adversaire qui pensait jusque-là être maître des flots. Ce respect avait un prix pour la Suède, car la perte de crédibilité royale menaçait la cohésion politique interne. Pour un roi comme Knut, affirmer la puissance était autant une question de prestige que de sécurité. À ce stade, cependant, la grande histoire n'était pas encore scellée. D'autres acteurs allaient bientôt entrer sur la scène, impatients de transformer le désordre en espace d'expansion.
Mais les Curoniens, déjà rampus au combat asymétrique, n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils continuaient d'enseigner à la mer les leçons qu'elle leur avait apprises depuis des générations. L'eau a ses maîtres, et souvent ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Le feu, la nuit, la ruse, voilà leur livre de stratégie, écrit dans le sel et la braise. Le monde viking venait d'en apprendre une page. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette page annoncerait des chapitres où l'Europe elle-même viendrait tenter de redessiner l'ordre. La mer avait rendu son verdict, mais la réponse allait venir de la terre et des églises. L'incendie des dracars et la fuite des marins n'étaient plus un simple fait local. Ils mirent en branle des mécanismes politiques qui dépassaient de loin la simple vengeance d'un roi. Les seigneurs suédois, blessés dans leur honneur, cherchaient un châtiment durable. L'Église, touchée dans son prestige, songeait à une réplique sacrée. Et l'Europe latine, qui voyait dans ses rivages païens à la fois une menace pour la foi et une opportunité d'expansion, commença à organiser ce qui serait appelé, avec la langue et la rhétorique du temps, une croisade baltique. Les premières décennies du XIIIe siècle virent l'arrivée d'hommes en habits nouveaux, chevaliers qui se donnaient pour mission d'imposer l'ordre chrétien non seulement par la prédication, mais par les armes. Les ordres militaires, nés en Terre Sainte, trouvaient désormais un théâtre dans les forêts et les marais du nord-est européen. Les Frères de l'Épée, une milice ordonnée pour protéger les intérêts de l'Échaud et imposer la suprématie latine sur la côte, s'installèrent tôt dans la région. Ils apportèrent avec eux ce que la guerre médiévale connaissait de plus efficace contre des sociétés dispersées: discipline, armure, cavalerie lourde et forteresses de pierre. Ces forteresses allaient transformer le paysage. Là où les Curoniens et leurs voisins connaissaient chaque banc de vase et chaque crique, les chevaliers dressèrent des bastions qui concentraient la menace. Les tours et les murs endormaient l'agilité des défenseurs. Elles offraient des points fixes à contrôler, des lieux de refuge et de projection de force. Les ordres, aidés par des évêques et parfois par des princes allemands, bâtirent des châteaux en nombre. Les balistes et les engins de siège, bien que moins impressionnants en ces terres que les murs eux-mêmes, participèrent à l'écrasement initial des défenses en champ ouvert. Pour un temps, la tactique lourde fonctionna. Lorsque la bataille se déroulait comme il convenait aux hommes en haubert, terrain dégagé, charges coordonnées, usage de la cavalerie, les armées venues d'Occident et leurs alliés locaux eurent souvent le dessus. Les tribus baltes, habituées à une guerre de mouvement, essuyèrent des défaites qui semblaient montrer la supériorité d'un système militaire concentré et organisé. Les chroniqueurs latins, peu enclins à cacher la logique de la puissance, parlèrent de la victoire de la croix et de la nécessité d'étendre la civilisation chrétienne. Pourtant, la machine chevaleresque avait derrière sa force des fragilités évidentes. Elle était lourde, dépendante de voies de ravitaillement, de chevaux et de points d'appui fixes. Elle maîtrisait la plaine, mais mal la forêt, le marais et la côte aux innombrables pièges naturels. Là où la logistique pouvait être rompue, la cavalerie lentement s'usait. Et surtout, face à un adversaire qui apprenait vite et qui commençait à coordonner ses actions sur de larges zones, la supériorité matérielle ne suffisait pas à garantir le contrôle. Les Curoniens n'ignoraient pas ce bouleversement. Ils virent la pierre pousser dans leur pays et comprirent vite que les forteresses demandaient une réponse autre que la charge nocturne. Leur école de guerre s'élargit. L'embuscade resta un art essentiel, mais elle fut complétée par des stratégies de harcèlement à plus grande échelle. L'attaque des lignes de ravitaillement, l'exploitation des saisons et l'empoisonnement éventuel de la logistique ennemie. Plus encore, le combat psychologique se politisa. On ne cherchait plus seulement à effrayer un équipage venu piller. On cherchait à poser une question au pouvoir central. Qui gouverne réellement ces rivages? L'ampleur devenait régionale. En 1236, au cœur de cette transition, se produisit un des événements les plus décisifs de la période, la bataille de Saule. Selon les sources, ce fut un matin comme un autre qui se transforma en catastrophe pour les chevaliers de l'ordre des Frères de l'Épée. Les récits varient, et les noms se mêlent. Samogitiens, Sémigaliens, Curoniens, peut-être d'autres encore. Mais le résultat est net. L'ordre militaire fut sévèrement frappé, sa force décisive brisée par la coalition des peuples baltes. La défaite fut si cuisante que l'année suivante, les survivants furent incorporés dans l'ordre teutonique, une fusion voulue par le pape et par les intérêts allemands pour restaurer l'efficacité militaire sur place. Saule fut une défaite qui changea le récit. Elle montrait que l'ennemi pouvait frapper dans la profondeur logistique et anéantir des corps d'élite. Elle confirmait une leçon. La pierre et le haubert n'abolissaient pas les lois du terrain. Et d'un point de vue symbolique, l'effondrement des Frères de l'Épée sonna comme une mise en garde à ceux qui avaient cru pouvoir imposer un ordre sans connaître le cœur de ces terres. La réaction ne vint pas seulement par la force, elle prit aussi la forme d'une politique plus subtile. Du côté des tribus, certains chefs commencèrent à envisager la voie diplomatique comme un instrument de survie et d'ascension. Parmi eux, un homme s'éleva progressivement, Mindaugas. Originaire d'un monde d'alliances changeantes et d'ambitions tribales, il joua d'abord la carte de la force, puis celle d'une négociation calculée. Mindaugas comprit que la survie d'un peuple pouvait, paradoxalement, passer par une conversion choisie. Sa foi, réelle ou choisie à des fins politiques, devint un levier.
En 1253, selon des actes et des chroniques, Mindaugas reçut la couronne et fut sacré roi de Lituanie. Le baptême qui l'accompagna ne fut pas seulement une conversion religieuse, il fut une transaction politique. En acceptant la couronne, il acceptait aussi la reconnaissance d'un ordre européen plus large, mais il gagnait en retour une légitimité et des alliés potentiels contre les ordres militaires et contre les pressions étrangères. Son geste n'éteignit pas l'indépendance de ses peuples, il transformait leurs possibilités. Mindaugas utilisa la religion comme un instrument d'État, manié avec la prudence d'un homme qui connaissait l'art de l'équilibre. Pendant que la Lituanie se structurait, d'autres affrontements cruciaux eurent lieu aux marges orientales du théâtre baltique. Les chevaliers, désormais renforcés par la fusion dans l'ordre teutonique, cherchaient à étendre leur influence vers l'Est, vers les terres russes. L'objectif était double, couper les routes de commerce, accroître la sphère d'influence latine et sécuriser des bases pour reprendre la main sur la Baltique. Mais l'Est avait ses propres défenseurs et ses propres tactiques. Parmi eux, Alexandre Nevski, prince de Novgorod, restaura un équilibre en 1242 sur les glaces du lac Pépus. La bataille du lac gelé entre Novgorod et l'armée teutonique est racontée dans des chroniques russes qui, elles aussi, exagèrent parfois la part du miracle. Pourtant, la trame stratégique est plausible et frappante. En février, quand les eaux se figent mais restent traîtresses, Nevski attira les chevaliers sur la glace. Les lourds chevaux et les formations serrées des chevaliers se révélèrent inadaptés à ce terrain glacé et incertain. Les plaques de glace craquèrent, les charges ne purent se former comme prévu, et l'agilité des forces russes, plus légères, mieux adaptées au froid, fit la différence. Le résultat fut un revers sérieux pour les Teutons, et la victoire de Novgorod devint un tournant symbolique. La chevalerie latine ne pouvait s'imposer partout sans connaître ses limites. Les défaites et les revers singuliers auraient pu être perçus comme des incidents isolés, mais dans la région, ils se réunissaient pour produire un effet composite. Le plus important pour les peuples baltes fut la démonstration qu'une stratégie coordonnée, un mélange de pression militaire, d'alliances politiques et d'adaptation tactique, pouvait non seulement repousser, mais infliger des pertes graves à des institutions prétendument supérieures. La tension monta encore en 1260, à Durbe, où une coalition balte infligea une défaite cinglante à l'ordre teutonique. Durbe est souvent présenté comme un des points d'orgue d'une révolte régionale. Selon les récits, des auxiliaires baltes qui avaient été recrutés par les chevaliers pour se battre à leur côté se retournèrent contre leur maître. La trahison, si l'on peut employer ce terme, fut moins une trahison morale qu'un reflux stratégique. Ces guerriers n'étaient pas prêts à se laisser subordonner indéfiniment à des ordres qui remettaient en cause leur survie et leurs coutumes. La débâcle de Durbe déclencha des insurrections dans des régions variées, mettant à rude épreuve la capacité des Teutons à maintenir un contrôle durable. La combinaison des défaites militaires, des soulèvements locaux et de l'incapacité des ordres à créer un consensus social provoqua un affaiblissement progressif de la poussée latine. Les forteresses restèrent, les châteaux marquèrent encore longtemps le paysage, mais l'idée d'un contrôle unilatéral fut battue en brèche. Les Curoniens, avec leurs alliés de l'île d'Ezel et d'autres rivages, continuèrent à mener une guerre de résistance, changeant même parfois de posture selon les intérêts, combattants, puis auxiliaires, puis insurgés. Ils ne se consolidaient pas seulement par la victoire militaire, ils forgeaient aussi une réputation qui parlait aux courtisans d'Europe. On ne conquiert pas ces rivages comme on pille un monastère isolé, on affronte une culture et un territoire qui se défendent de manière imprévisible. Ce fut précisément cette imprévisibilité qui permit à des entités plus larges de naître. Les germes de ce que deviendrait le Grand-Duché de Lituanie se mêlèrent aux résistances locales. Les chefs baltes, confrontés à la menace commune, cherchèrent des formes d'union politique. Mindaugas, par son couronnement, ouvrit une voie, l'unification par le pouvoir central, accompagnée d'une stratégie diplomatique. Les peuples qui avaient longtemps été différenciés par la langue, la coutume et le territoire apprirent que la centralisation pouvait offrir une protection, mais exigeait en retour des concessions et des sacrifices. La Lituanie émergeait ainsi, à la croisée de la guerre et de la diplomatie, comme une force politique capable de peser dans la région. L'histoire militaire doit aussi être racontée sous l'angle des technologies spécifiques et des choix qui firent la différence. Les Teutons possédaient l'armement lourd et la capacité de construire des lignes fortifiées. Ils avaient des chevaliers entraînés, une structure hiérarchique et un réseau de soutien international. Les Curoniens, eux, avaient l'art de la mer et de la terre. Embarcations légères, connaissance des marais, sens de la nuit, capacité à transformer l'environnement en piège. À ceci s'ajoutait la capacité psychologique, la mise en scène, le spectacle de la terreur, l'impression d'un territoire qui ne se livre pas. Les témoignages sur les pratiques les plus dures, empoisonnement de puits, mutilations exhibées, rituels destinés à intimider, doivent être lus avec prudence. Les chroniqueurs médiévaux aiment dépeindre l'autre en monstre pour justifier l'intervention. Pourtant, même en tenant compte des exagérations, il est indéniable que la guerre prenait parfois la forme d'une guerre totale, où les ressources civiques et la morale ordinaire étaient mobilisées. Ces actes n'étaient pas seulement des horreurs gratuites, ils répondaient à des logiques de dissuasion et d'effroi qui trouvent des échos dans d'autres guerres du Moyen-Âge. Il faut rappeler la nécessité de juger ces pratiques dans leur contexte. Des sociétés sans armée permanente recouraient à des méthodes extrêmes quand il s'agissait de préserver l'existence collective. Un autre aspect souvent oublié est celui des espions et des renseignements. Les tribus baltes développèrent des réseaux d'observation et d'infiltration. Elles savaient exploiter les divisions internes chez leurs ennemis, tirer parti des alliances locales fragiles et créer des mirages qui poussaient les armées lourdes vers des erreurs de jugement. La guerre de l'information n'était pas une invention moderne, elle se jouait en rumeurs, en faux messagers, en signes montrés sur la rive.
Le message était simple et brutal. Connaître la côte, c'est connaître la vie ou la mort. L'issue de ces décennies de lutte fut double. D'un côté, l'Europe latine conservait des enclaves, des ordres s'implantèrent et des forteresses demeurèrent. Ces pierres témoignaient d'une projection de force durable. De l'autre, l'ordre total promis par les chevaliers ne vint jamais pleinement. Le maintien d'un contrôle absolu échoua face à une résistance diffuse et tenace. La création du Grand-Duché de Lituanie et la réussite de chefs comme Mindaugas témoignent d'une transformation politique profonde, conséquence indirecte des guerres de résistance. Des peuples qui avaient été morcelés s'unifièrent politiquement pour survivre et prospérer. La narration pourtant ne s'achève pas en liste d'affrontements. Il faut mesurer la dimension humaine. Des communautés qui virent leurs enfants emportés, leurs maisons incendiées, leurs sanctuaires profanés, mais aussi des communautés qui innovèrent, transformèrent la douleur en stratégie et finalement changèrent le cours d'un continent. Les Curoniens, qui avaient appris à lire la mer comme on lit un livre, devinrent non seulement des maîtres d'embuscade, mais des acteurs capables d'infléchir la politique régionale. Ils avaient terrifié des Vikings, et plus tard ils eurent le poids d'une mémoire guerrière qui pesait dans les négociations avec les chevaliers et avec les princes. Il convient d'insister, revitaliser la mémoire de ces peuples ne signifie pas en faire des monstres ni des héros sans nuance. Les Curoniens étaient humains dans leurs excès et leurs calculs, tout comme l'étaient leurs adversaires. La violence était souvent la langue commune d'une époque où la coercition servait de régulateur politique. Mais la spécificité des rivages baltes réside dans la façon dont la connaissance locale fut transformée en stratégie victorieuse. Là se trouve la clé pour comprendre pourquoi une tribu apparemment périphérique put à certains moments terroriser les meilleurs marins de son temps. Les conséquences finalement dépassèrent la simple revanche. La résistance balte, prolongée et coordonnée, força une réorganisation des forces latines et suscita à terme la naissance d'un acteur nouveau capable de dominer une partie de l'espace régional, la Lituanie. Ce qui avait commencé comme des raids et des vengeances locales devint un moteur de formation d'un État. Mindaugas et ses successeurs exploitèrent la conjonction des échecs des ordres, des opportunités diplomatiques et de la capacité militaire des populations autochtones. Ils transformèrent la peur en puissance politique. Et les Vikings, qui autrefois régnaient sur ces flots, durent composer avec une vérité désagréable. La mer n'est pas un droit imprescriptible. La connaissance locale, l'adaptation et la volonté collective peuvent retourner contre vous la supériorité technique. Les dracars calcinés flottant au matin revinrent comme des avertissements gravés dans la mémoire collective des élites nordiques. La terreur infligée par les Curoniens, leur capacité à annihiler une flotte, à détruire un symbole, à forcer une réaction internationale, marqua le début d'une commande nouvelle du pouvoir régional. Au terme de cette longue série d'événements, il est permis de formuler la leçon qui sous-tend notre récit. Sous-estimer ceux que l'on considère comme périphériques est une erreur stratégique qui s'accompagne souvent d'un prix élevé. L'arrogance des puissants, qu'elle soit celle des rois scandinaves ou des chevaliers latins, se heurta à la réalité d'un terrain que ces puissants connaissaient mal. Les Curoniens et leurs alliés d'Osel, les Océlians, utilisèrent cette méconnaissance et la retournèrent contre leurs agresseurs. Ils ne furent pas seulement de bons guerriers, ils furent des pédagogues de la guerre, enseignant par chaque raid et chaque embuscade que la connaissance du lieu et la plasticité tactique valent parfois plus que l'armure la plus lourde. La Baltique, ce lac aux rumeurs de richesse, avait été prise pour acquis par des générations qui pensaient gouverner ces vagues. Le récit que nous avons suivi montre à quel point la domination maritime n'est jamais absolue. Les Curoniens, en se dressant, ont forcé l'Europe à repenser sa stratégie, parfois à reconnaître des chefs locaux, parfois à fusionner des ordres, parfois à rediriger des campagnes vers d'autres théâtres. Ils ont contribué, par la résistance et la ruse, à la formation d'une carte politique nouvelle dans le nord-est européen. Si l'on devait répondre au titre qui a guidé notre histoire, la seule tribu qui ait terrorisé les Vikings jusqu'à la mort, il convient de préciser la formulation. Les Curoniens, plus que n'importe quel autre groupe, incarnent ce phénomène. Ils terrorisèrent non seulement par la violence ponctuelle, mais par une série d'enseignements pratiques qui remirent en cause la domination viking. Leur terreur fut méthodique, ancrée dans la connaissance du milieu et dans la volonté de transformer la peur en outil stratégique. Ils ne furent pas des monstres, ils furent des maîtres d'une forme de guerre où la mer et la terre servent de livre de tactique. Leur héritage se lit encore aujourd'hui, dans les fortifications qui parsèment les rivages, dans les récits que murmurèrent les chroniqueurs et dans la naissance d'entités politiques qui allaient à leur tour réorganiser l'espace balte. Comprendre cette histoire, c'est comprendre une règle qui traverse les siècles. Dans la guerre comme dans la politique, la partie n'est jamais gagnée d'avance. Ceux qui apprennent vite, qui savent transformer la souffrance en leçon et qui utilisent l'environnement comme une arme, peuvent renverser des équilibres qui semblaient immuables. Ainsi, lorsque l'on évoque la peur que les Curoniens inspirèrent, il ne s'agit pas seulement d'un épisode spectaculaire où des navires furent détruits au matin.
Il s'agit d'une série d'épisodes qui, assemblés, donnèrent naissance à une nouvelle carte du pouvoir. La mer, le feu, la ruse et la politique se mêlèrent pour produire une force dont l'onde se propagea bien au-delà des estuaires de Courlande. Si ce récit vous a transporté et que vous souhaitez approfondir ces chapitres cruciaux, la couronnement politique de Mindaugas, la bataille du lac Peipus menée par Alexandre Nevsky ou la transformation des frères de l'épée en ordre teutonique après Saul, regardez la vidéo recommandée dans la description. N'hésitez pas à liker et partager ce récit avec quelqu'un qui aime les histoires où les prétentions des puissances se heurtent à l'ingéniosité des humbles.